Donc, Normand Tamaro, je suis avocat. Je suis docteur en droit. J'ai fait un doctorat sur une question de droit d'auteur. Je suis l'auteur d'un ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage de référence, qui est en fait en anglais et en français. Ça, c'est le texte français, qui est publié aux 3 ans depuis à peu près l'année 1990. Et en anglais, il y a une version publiée à chaque année. La différence, c'est que le marché anglais est un peu plus important pour l'éditeur, de sorte qu'il se permet de publier plus fréquemment qu'en français. En pratique, je suis un avocat qui a choisi de travailler d'un côté de la clôture, qui essaie d'y rester. Ça ne veut pas dire que je vois le monde complètement blanc et complètement noir. Il est souvent gris. Mais je travaille généralement du point de vue des créateurs, depuis tout le temps. Et pour moi, c'est une question de philosophie qui relève à très longtemps, pas nécessairement sur des questions de droit d'auteur, mais sur des questions qu'il était important que la société apprenne. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'effectivement, les créateurs étaient parmi ceux qui apprenaient à la société. Puis si je mets ça dans un vieux discours juridique, qui date même des années 1700, on disait que, grâce aux œuvres, la société enrichissait ses connaissances. Et moi, je fais un petit pas de plus. Grâce aux œuvres, grâce à l'enrichissement des connaissances, bien, on favorise la démocratie. Et comprenez ainsi pourquoi, quant à moi, des œuvres, c'est important. Et comprenez aussi que je ne fais pas de distinction. Autrement dit, en droit, une œuvre est une œuvre, peu importe ce que des spécialistes de l'esthétisme, de l'art, pourraient en dire. Autrement dit, une grande œuvre ou une petite œuvre, quant à moi, c'est mon domaine. Et je ne fais pas de discrimination entre le grand artiste et celui qui l'est moins. Du point de vue juridique, on dit que les juristes sont spécialistes du droit et non pas de l'art. De sorte qu'on ne juge pas l'art. Le jugement sur l'art vous appartient à vous, appartient à la société, appartient aux critiques. Et on ne le fait pas nous, en droit. Contrairement à mon habitude, je me suis pris quelques notes parce que j'ai une habitude d'enseigner. Et la première fois que j'ai enseigné à l'université, je m'étais dit, je m'adresse à l'équivalent de juge de la Cour suprême. C'est une matière très, très plate, très technique que j'enseignais, qui était le droit des contrats. Quand on veut qu'un jeune prof ou un jeune chargé de cours se casse la gueule, c'est généralement un cours qu'on lui donne. On est toujours haï dans ce cours-là. Et j'avais préparé un cours, je pense que j'avais 400 pages de notes que je donnais aux étudiants. Et religieusement, je suivais mes notes en me disant, il ne faut pas qu'il en manque une phrase. Pour m'apercevoir à la fin du cours, quand j'ai été évalué, qu'il ne me restait que le suicide comme porte de sortie après l'évaluation. Et ça a provoqué chez moi une maladie qui est celle de ne pas être capable d'avoir des notes quand je m'adresse au monde. Donc, j'ai pris la maladie inverse du début. Je suis un extrémiste, j'ai l'impression. Je me suis quand même pris des petites notes. La matière, on me demandait de parler du Web 2. Du Web 2, en fait, on n'entre pas dans le détail, mais c'est là où les gens, le public, interagit. On le présente comme une nouvelle forme d'expression, mais en fait, une nouvelle forme. Ce serait né dans le milieu des années 90. Et déjà, dans le milieu des années 90, j'avais eu à donner une conférence à Québec. C'était devant des artistes des arts visuels qui créaient sur Internet. Ils faisaient de la création collective sur Internet. Des gens qui possédaient la technique à un haut niveau, des gens qui interagissaient entre eux pour créer des œuvres numériques, des œuvres intangibles, des œuvres immatérielles. Et ces gens-là, donc, voulaient un peu savoir comment agissait ou interagissait le droit d'auteur en relation avec leur création collective ou en collaboration.
Et à peu près comme toujours, quand je débute, je fais remarquer que le droit d'auteur, quand il est bien compris, il est un droit logique qui correspond aux besoins de sa clientèle. Dans notre société, le droit est fait normalement pour satisfaire une clientèle en particulier. Il y a du droit familial, normalement, c'est pour interagir avec la vie, en famille, enfants, parents. Évidemment, avec des choix qui sont politiques, en matière familiale notamment. Il y a des choix qui ont été faits par notre gouvernement qui fait que tu es un conjoint de fait, tu n'es pas comme une personne mariée. On aurait pu choisir d'aller autrement, mais on a posé des gestes qui sont fonction de la pensée politique de ceux qui édictent des lois. En droit d'auteur, les gens qui nous gouvernent n'ont pas tellement de prise. Pourquoi n'ont pas tellement de prise? Parce que le droit d'auteur est un droit éminemment international. Autrement dit, vous savez sans doute déjà que même si vous vivez au Québec et que vous créez au Québec, votre tête ressemble beaucoup à quelqu'un qui crée à partir d'un autre État, qu'il soit russe, qu'il soit d'un pays d'Europe de l'Est, qu'il soit d'Europe continentale, d'Angleterre, d'Australie. On pense à peu près de la même façon. En fait, on est des êtres humains. Et ce n'est pas parce qu'on est Québécois ou Canadien qu'on réfléchit différemment comme artiste d'un artiste qui vient d'ailleurs. Et ça, on a compris ça il y a longtemps. Et c'est un peu la raison pour laquelle le droit d'auteur, c'est un droit qui se ressemble à peu près partout. Parce qu'on s'intéresse à une clientèle qui a des besoins particulier. Et on l'a compris à une certaine époque. Puis un des moments où on l'a compris puis qui a fait que le droit est devenu très, très international, c'est, je grossis l'exemple, Victor Hugo, qui est en exil sur sa petite île et qui se dit, c'est assez profondément injuste que je reçois des redevances quand mes livres sont vendus en France, mais c'est traduit en Italie, je ne reçois rien. C'est traduit en anglais, je ne reçois rien. Il faudrait faire quelque chose qui permettrait qu'un créateur puisse rester chez lui et collecter ce qui lui serait dû à partir de n'importe quel endroit sur la planète. Et des Victor Hugo aidants, on est arrivé avec des conventions internationales qui ont fait en sorte qu'effectivement, on vit avec des règles qui nous sont imposées même au Canada. Dans le sens suivant, c'est que le Canada a l'obligation d'importer chez nous, des règles minimales. Des règles minimales qui font en sorte que, par exemple, si je négocie avec un avocat français un contrat, même si on peut avoir des mots qui nous distinguent, on parle fondamentalement des mêmes choses. On se comprend très bien. C'est aussi vrai si je parle à un Américain, un avocat américain. On parle des mêmes choses, des mêmes principes. Parfois, les mots vont varier, mais c'est une question de sémantique plutôt que de fond.